Imaginons que l'on vous demande de citer un seul plat japonais typique. Que répondriez-vous? Les sushis, bien sûr. Et c'est bien normal puisque ce mets figure au menu de l'écrasante majorité des restaurants japonais de par le monde. Sa renommée n'est plus à faire et mon petit doigt me dit que nombre d'entre vous se sont léchés les babines en voyant la miniature de la vidéo. Entre nous, vous n'êtes pas les seuls. La preuve, vous voyez, j'ai pas pu résister. Oishi. Mais vous êtes-vous jamais demandé quelle était l'origine de ce plat? C'est la principale question à laquelle je vais répondre, mais pas que. Si vous restez jusqu'au bout, vous verrez pourquoi les sushis sont aussi très bons pour la santé et vous apprendrez à les déguster comme de vrais japonais. C'est-à-dire pas du tout comme je suis en train de le faire là. Allez, minasan, bienvenue dans le Japon de Doc Japan. Une première idée reçue à laquelle nous allons tordre le cou en préambule de cette vidéo, c'est que sushi ne signifie pas poisson cru. Non, le mot sushi désigne le riz vinaigré et gluant qui se trouve sous la tranche de poisson. Et s'il est vrai qu'en général les sushis sont faits de riz et de poisson cru, il est faux de croire que c'est là la définition d'un sushi. À la place de poisson, on peut très bien trouver de l'omelette, du tofu ou des légumes. Et oui, la tranche de poisson cru n'est autre qu'un sashimi. Cette version du sushi est certes la plus répandue, mais comme vous le voyez, le sushi c'est avant tout du riz. Cela dit, il n'en a pas toujours été ainsi, et vous allez voir qu'à l'origine c'était même plutôt le contraire. Mais on va commencer par une autre info qui va vous étonner, car à la base, les sushis n'étaient pas japonais. Le mot sushi est évoqué pour la première fois dans un dictionnaire chinois datant du IIe siècle. Mais son origine serait plus ancienne encore, aux alentours du IVe siècle avant notre ère. Il se trouve que les différentes nations n'ont jamais su s'entendre sur ses origines exactes, mais on pense que les sushis sont apparus en Asie du Sud-Est, et plus précisément du côté de la Thaïlande ou du Laos. Tout ça ne date pas d'hier, comme vous pouvez le voir, mais toujours est-il que ce mets n'est pas originaire du Japon. Enfin, ne nous emballons pas non plus, car ces sushis-là n'ont clairement pas grand-chose à voir avec ceux que vous connaissez. Au départ, il ne s'agit pas vraiment d'un plat, mais plutôt d'une méthode de conservation du poisson. Elle consiste à placer celui-ci dans du riz salé, dont la fermentation va produire un acide lactique qui empêche le poisson de pourrir. Il peut ainsi être consommé plusieurs mois après. Et là on parle de consommer uniquement le poisson, Le riz, lui, est jeté parce qu'après fermentation, il n'est évidemment plus trop consommable. Alors il existe une légende assez sympa sur l'origine de cette méthode de conservation. Elle dit qu'une vieille dame, souhaitant protéger son riz des voleurs, l'aurait mis dans des pots et qu'elle aurait caché ceux-ci dans des nids de balbuzards. Pas bulbizarres, des balbuzards. Le balbuzard, c'est un oiseau pêcheur. Toujours est-il que lorsque la vieille dame a récupéré ses pots de riz, elle a vu que celui-ci avait fermenté et que s'y trouvaient mêlés des restes de poissons provenant des repas du balbuzard. Or, le poisson s'était conservé. Et voilà comment, selon cette légende, on a découvert cette méthode de fermentation. La façon de conserver ainsi le poisson dans le riz a été introduite au Japon vers le 7e siècle et a rapidement évolué pour devenir ce que l'on a appelé narezushi. Cela consiste à alterner dans un récipient en bois différentes couches de riz entre lesquelles on place de la carpe crue. On referme le récipient avec une lourde pierre avant de laisser fermenter plusieurs semaines. Après quoi, la pierre est remplacée par un couvercle de bois plus léger et le poisson continue de se conserver jusqu'à plusieurs années. Et comme vous venez de le voir, les narezushi existent toujours, même si la méthode a un peu évolué. Alors je n'en ai personnellement jamais goûté, ni même vu, mais il paraît que c'est assez fort en goût, si vous voyez ce que je veux dire. Alors si vous connaissez et que vous avez osé tenter l'expérience, n'hésitez pas à nous le raconter en commentaire. Le Japon étant un pays insulaire, escarpé et peu propice à d'autres types de cultures, il est facile de comprendre que le riz et le poisson constituent ses principales sources de nourriture. Rien d'étonnant à ce que le sushi se soit facilement implanté dans le pays. Au fil du temps, il a bien sûr évolué. Au cours du XVIe siècle est apparu le nama narezushi. La principale différence vient de ce que la fermentation ne dure alors plus que quelques jours, ce qui permet de consommer à la fois le poisson et le riz. Vers 1650, un certain Matsumoto Yoshiichi, médecin à la cour du shogun Ietsuna Tokugawa, s'est mis à ajouter du vinaigre dans le riz. Cela en a amélioré le goût et permis de réduire encore un peu la durée de fermentation.
Vous connaissez l'expression, on dit souvent qu'une pomme par jour éloigne le docteur. Mais alors faut vraiment la lancer très fort, hein. Bon, blague à part, vous verrez tout à l'heure que les sushis sont aussi bons, sinon meilleurs que les pommes, pour la santé. Lui, en tout cas, heureusement qu'il était là pour améliorer la recette. Par contre, le shogun Ietsuna est décédé de maladie à l'âge de 39 ans. Oui, il semblerait que le docteur Matsumoto était peut-être meilleur cuistot que médecin. Début 19e, les sushis commencent à se vendre à emporter dans les rues d'Edo. C'est là qu'un chef cuisinier du nom de Hanaya Yohei a l'idée de créer des sushis pas plus gros qu'un doigt et ornés de poissons crus, ce qui permet de les manger rapidement et facilement dans la rue. Nous sommes alors en 1824 et les nigiri sushi tels que nous les connaissons sont nés. Hanaya Yohei est ainsi considéré comme l'inventeur du sushi moderne. Gloire lui en soit rendue. Et d'une certaine manière, il a presque inventé en même temps le fast-food. Lorsque la ville d'Edo, qui entre-temps était devenue Tokyo, est ravagée par le grand tremblement de terre du Kanto en 1923, bon nombre de vendeurs de sushis à la sauvette décident d'émigrer à la campagne, ce qui va permettre de faire connaître le sushi tel qu'imaginé par Hanaya Yohei à tout le pays. Après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de soldats américains stationnés au Japon tombent sous le charme des sushis, et on les comprend. De retour au pays, ils font alors la promotion de ce plat qui commence ainsi à s'expatrier. De fil en aiguille, les sushis ont fini par faire le tour du monde pour arriver jusque dans nos assiettes. Et ce n'est pas moi qui m'en plaindrai, hein. Mon seul regret, en revanche, c'est qu'il y a quelques différences avec ceux que l'on trouve au Japon. À commencer par le poisson. Dans nos contrées occidentales, quand on regarde la carte d'un restaurant japonais, souvent, seule la présentation ou le nombre de pièces change d'un plat à l'autre. Mais en termes de variété de poissons, inutile de se leurrer, c'est plutôt pauvre. Généralement, on retrouve toujours les mêmes espèces, thon rouge et saumon en tête, et parfois également dorades ou crevettes. Au Japon, en revanche, vous n'aurez peut-être pas forcément un choix de plats immense, mais on vous proposera une variété de poissons bien plus grande. Regardez cette carte par exemple, sur laquelle chaque sushi correspond à une espèce de poisson différente. On ne sait pratiquement plus où donner de la tête. Avouez que c'est autre chose, non? Alors, j'ai rien contre le thon ou le saumon, hein, ce dernier reste d'ailleurs sans doute mon préféré, mais parfois, je dois dire que j'aimerais bien avoir plus de choix. Et pour l'anecdote, si ça vous intéresse, le menu que je viens de vous montrer, c'est celui du restaurant Sushi Zanmai à Tokyo. Alors je suis absolument pas payé pour leur faire de la pub, hein, mais j'avais envie de le mentionner parce que je trouve qu'ils le méritent, c'est tout. Voilà, si vous êtes sur place et que vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez surtout pas, vous serez pas déçus. Moi, je vais encore devoir patienter longtemps, j'en ai peur. Parmi les produits de la mer que l'on ne trouve pas par ici sur nos sushis, on peut effectivement citer le flétan ou le calmar, mais également le vivano rouge, l'anguille d'eau douce, qui pour le coup ne vient pas de la mer, c'est vrai, ou encore l'oursin et le hamachi. Le hamachi, c'est le nom japonais d'une variété de thon à queue jaune que l'on trouve parfois sous le nom de céréole. Il existe d'ailleurs une grande variété de thon utilisés pour les sushis, le célèbre thon rouge étant évidemment le plus connu et surtout le plus cher compte tenu de sa rareté. On dirait un gros cliché, pourtant cela a déjà été prouvé à maintes reprises, la cuisine japonaise est excellente pour la santé. Ce n'est pas pour rien que le pays compte autant de centenaires. Et les sushis sont loin d'être étrangers à tout ça. Les Japonais ont 2 fois moins de maladies cardiaques que les Américains par exemple. Et cela peut en effet s'expliquer par le fait qu'ils mangent beaucoup moins de graisses saturées et beaucoup plus de poissons et de légumes frais. Et même le poisson cru le plus gras contiendra toujours moins de calories à quantité égale que le bœuf, le porc ou même le poulet. On n'allait pas croire que je vais vous faire l'apologie d'un nouveau régime à base de sushi, même si à choisir, je préférerais toujours ça plutôt que de bouffer des carottes à tous les repas. Il n'empêche que les bienfaits de ce type de nourriture sont connus et qu'on ne peut pas le nier. Les 3 principaux ingrédients de la nourriture japonaise sont le poisson, le riz et les produits tirés du soja. Rajoutez-y des légumes et les condiments et vous avez tous les ingrédients nécessaires à la préparation des sushis. Prenons le poisson et les produits de la mer en général, par exemple. Ils sont faibles en calories, en graisses, riches en protéines et sources de vitamine B12 et d'iode. Le crabe et les huîtres, eux, sont faibles en cholestérol. Et il est connu que le thon et le saumon contiennent des oméga 3. Même l'accompagnement, tel que le gingembre et le wasabi, contribue à rester en bonne santé, car ils aident à la digestion et ont des propriétés antibactériennes. Rassurez-vous, je vais pas vous faire toute la liste des ingrédients et de leurs bienfaits. Surtout que je suis plutôt mal placé pour donner des conseils en matière de diététique. Mais ça donne tout de même à réfléchir.
À première vue, manger dans un restaurant à sushi n'a pas grand-chose à voir avec un grand dîner mondain où il faut respecter certaines règles de bienséance et ne pas se tromper en choisissant sa fourchette. Pour autant, si vous avez la chance de déguster des sushis au Japon, il y a malgré tout certaines choses à savoir, car même si personne ne vous dira rien, il se peut que l'on vous regarde de travers si vous faites n'importe quoi. Rappelez-vous à quel point les Japonais sont attachés aux traditions et à la discipline. Là encore, je ne peux pas prétendre être le meilleur exemple en la matière. Et j'en ai sans doute fait de belles aussi lors de mes premiers voyages. Alors, on va tâcher de corriger tout ça ensemble. Tout commence par le oshibori, cette serviette chaude que l'on vous apporte à votre arrivée dans le restaurant. Même si ça peut sembler évident, elle ne sert qu'à vous nettoyer les mains et rien d'autre. Ça paraît idiot, mais il arrive que certains se passent le oshiboro sur le visage, et mieux vaut éviter que ça ne commence mal. Pour les baguettes, c'est pareil, il y a une certaine façon de faire. Donc une fois sortis de leur fourreau de papier, il est d'usage de les détacher en les tenant ainsi, à l'horizontale et pointés vers la gauche, comme ceci. Et lorsque vous les posez, ce sera dans le même sens, parallèlement à la table ou au comptoir, et ce sur le hashioki, c'est-à-dire le support prévu à cet effet, ou le papier dans lequel elles se trouvaient. Hors de question de jouer avec si vous ne vous en servez pas, de les poser à même la table ou, pire encore, de les planter dans le riz. Alors là, sachez qu'il s'agit d'un rituel funéraire. Si vous voulez plomber l'ambiance, c'est le meilleur moyen. Les sashimi se mangent avec les baguettes, en une bouchée de préférence, sauf s'ils sont un peu gros. Mais attention à la sauce soja. Pas question d'y noyer vos sashimi, vous perdriez toute la saveur délicate du poisson. La sauce se verse au fur et à mesure du repas, dans le réceptacle prévu et en petite quantité. Il suffit ensuite d'y tremper légèrement le sashimi, ça suffit largement. Une chose que l'on voit fréquemment en Occident, c'est le fait de mélanger le wasabi avec la sauce soja. C'est pas interdit, c'est même plutôt une bonne chose, seulement c'est uniquement pour les sashimi. Pour les sushis, il vaut mieux éviter de faire ça. D'ailleurs, au Japon, la plupart du temps, il y a déjà une touche de wasabi entre la tranche de poisson et le riz. On peut évidemment en rajouter par-dessus si on n'a pas peur de se déboucher les sinus. Ou si on s'appelle Jean Reno. Dis-moi, comment ça s'appelle ce truc-là? Wasabi. Vachement bon. Très bon. Très très bon. Alors que cela pourrait paraître extrêmement mal poli chez nous, les sushis se mangent traditionnellement avec les doigts. Comme pour les sashimi, pas question de les tremper dans la sauce façon tartine dans un bol de café. Il faut les retourner et humecter légèrement le poisson avec un peu de sauce soja. Le poisson est rien que le poisson. Le riz ne doit pas entrer en contact avec la sauce, sans quoi il risque de se décoller. Dans certains restaurants, comme Sushi Zanmai par exemple, le flacon de sauce permet de la verser directement, goutte à goutte, sur le sushi. Et croyez-moi, vu la saveur du poisson dans ce genre de restaurant, une ou deux gouttes de sauce suffisent amplement. Une fois le sushi ou le sashimi avalé, il convient de prendre un petit morceau de gingembre avant de passer au sushi suivant. Ceci afin de vous rafraîchir le palais et supprimer le goût du précédent sushi. En effet, les sushis étant servis à la pièce ou par paire, cela permet de savourer encore mieux le parfum d'un poisson différent. Le must étant de prendre entre chaque sushi une pincée de gingembre et une gorgée de thé vert. Ainsi, chaque sushi aura autant de saveur que s'il était le premier que vous dégustiez. Et vous voici désormais incollable non seulement sur l'histoire du sushi, mais également sur l'art et la manière de les déguster au Japon. Alors, la prochaine fois que vous irez dans un restaurant japonais avec vos amis, vous pourrez les épater en leur montrant votre savoir-faire et vos connaissances sur le sujet. Et si vous n'êtes pas du genre à épater la galerie, eh ben rien ne vous empêche de leur partager cette vidéo, sur laquelle vous n'aurez pas manqué, j'en suis sûr, de mettre un magnifique pouce bleu. Allez, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura peut-être aussi donné faim. Si c'est le cas, eh ben pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt et peut-être bon appétit, si comme moi vous avez soudain une furieuse envie de sushi à nouveau. Allez, c'est parti. Oui, allô, Sushi Shop. Attendez. Oui, c'est pour une commande.